Voilà, donc on est de nous retour sommes en direct. avec Max qui va nous parler du système solaire. aujourd'hui. Exactement, échelle des dimensions et généralité. Donc la fois précédente, j'avais fait, comment je dirais, une introduction à tout ce qui était plutôt les dimensions et les, je vais y arriver. Je sais plus comment ça s'appelle. Quand tu as des mètres et des secondes, des trucs comme ça. Quand tu as des mètres et des secondes, les mesures ou tu vois, j'ai même plus j'ai le terme qui est parti. Enfin bref, il y a tout ce qu'on utilise. Donc tu es déjà intervenu voilà, à ce sujet. Non, je sais plus. Là, j'ai un mot qui me fait défaut. Ça reviendra et l'état. Les unités. D'accord. Les unités de mesure. J'avais le mesure. Ouais, mais tu vois, c'est un mot tout ça. Voilà. Donc voilà, effectivement, donc j'avais fait une présentation là-dessus au sein du système solaire, que ça soit les unités de mesure en termes de distance, mais tellement en termes de distance par rapport au temps. La distance, tu as les mètres, les kilomètres, tout ça, les parsecs, les unités astronomiques. On va y revenir très rapidement parce qu'on va s'en servir là. Et tu avais également tout ce qui est les années-lumière, donc qui est une notion de distance, mais par rapport à un temps, vu que c'est la célérité, la vitesse de la lumière qui le définit. Du coup, là, je me suis dit, il y a un truc qui est intéressant. Justement, on va en parler juste après. Petit récapitulatif, le système solaire, c'est par où ? On est dans le système solaire, la Terre est dans le système solaire avec les autres planètes, et ça va me permettre de réintroduire des slides que j'avais déjà fait en fait. Donc de base, Milky Way, à savoir la Voie lactée en français, qui est à notre galaxie, dans laquelle on se situe. Elle fait partie de tout un ensemble de galaxies, d'amas de galaxies, et d'un super ensemble qui est l'Aniakea, qui est une sorte de gros ensemble avec en plus des schémas migratoires de galaxies. Je ne vais pas m'étendre sur le sujet parce que rien que ça serait une conf à elle toute seule. Peut-être une prochaine fois. Ouais, c'est sorti il n'y a pas très longtemps en fait, ce truc-là. C'est vachement intéressant. Si on recentre un petit peu sur la petite zone avec le point rouge, on obtient tout simplement notre univers local où il y a des tas d'amas, notamment le super amas de la Vierge, où il y a un amas de galaxies. Chaque petit point qu'on voit sur l'image est potentiellement une galaxie. Pas une étoile, une galaxie, donc des milliards d'étoiles déjà. Potentiellement, c'est-à-dire chaque petit point que tu vois sur l'image, c'est une galaxie. D'accord. C'est pas une étoile. Okay. Une étoile, c'est comme le Soleil, c'est juste un corps. Une galaxie, c'est un ensemble de milliards et de milliards et de milliards d'étoiles, avec potentiellement des milliards, des milliards et des milliards et des dizaines de milliards de planètes. Ou autres d'ailleurs. Si je zoome encore, donc dans notre groupe local, on a le groupe super local où tu as notre galaxie, c'est celle qu'on voit à droite. Et la galaxie qui est à gauche, c'est la galaxie qui est la plus proche de la nôtre, la galaxie d'Andromède, M31. On est déjà là, sur la zone que tu vois, à quelque chose qui fait 4 milliards d'années-lumière. C'est très compliqué de se représenter qu'est-ce que fait 4 milliards d'années-lumière. Et justement, ça va être tout le débat de la conférence, mais limité au système solaire, et tu vas voir que c'est déjà bien suffisant pour se dire qu'on n'arrive pas à se le représenter. Alors à l'échelle des galaxies... Si je rezoome encore, on a notre galaxie. Là, on est à 500 millions d'années-lumière. D'accord. Pardon, 500 000. Quand je rezoome, là, les points que tu vois, ce sont des étoiles, comme le Soleil. Et, le Soleil, au passage, est au centre. On est sur 40 années-lumière. Si je zoome encore, on arrive sur notre système solaire. Avec le Soleil au centre, les différentes planètes, également les ceintures d'astéroïdes et la fameuse planète naine Pluton, dont on parlera peut-être après. Ça, c'était le petit rappel. Rappel sur les corps principaux de notre système solaire. Donc, il y a bien sûr le Soleil, et ensuite 8 planètes, 4 petites planètes telluriques et 4 planètes géantes gazeuses, plus la petite dernière qui a été dévalorisée, à savoir Pluton. Donc ici, elles sont représentées à l'échelle en termes de diamètre.
D'accord. Le Soleil, bien sûr, est largement plus gros, donc tu n'en vois qu'une infime partie. Ouais. Et tu as un rappel à gauche de tout simplement les unités de distance de chaque corps par rapport au Soleil. D'accord. Exprimé en unité astronomique, Ouais. l'unité astronomique étant la distance Terre-Soleil, qui est de 150 millions de kilomètres. D'accord, déjà pour se représenter ça. Alors moi j'avais vu récemment un court-métrage sur l'espace où la comparaison c'était si mon point c'est la Terre, le Soleil c'est la Terre fait la taille de la Terre. C'est plus ou moins ça ou pas? Ça va être plus ou moins ça. Ouais. Effectivement, c'était assez parlant comme image. Effectivement, voilà. Justement, ça va être toute la discussion qu'on va avoir là. Ouais. Je vais prendre un point de vue bien spécifique que Comment j'ai trouvé très parlant. Ouais. Mais on va aborder justement ce genre de représentativité. Ok. Pour que nous, pauvres humains, avec notre petit cerveau, on ait en fait une idée de ce que ça représente, même si on n'en est pas très sûr et au final, ça parle pas tant que ça. Très bien. Je vais me mettre juste un chronomètre parce que ça va être important pour après. Il faut juste que je le trouve. Chrono. Voilà. Donc là, on a les différentes distances. On va pas les voir en détail là, puisqu'on va en parler juste après. Ok. Petite représentation assez simpliste, comparative. Donc là, la Terre et son satellite, la Lune. Si je passe, c'est tout simplement les 4 premières planètes telluriques. Mercure, Vénus, la Terre et Mars, dans l'ordre en s'éloignant du Soleil. Donc Mercure, c'est celle qui est à droite, c'est la plus petite. Mars, c'est la deuxième. Vénus de mémoire, c'est la troisième. Et en haut à droite. Et la Terre est à gauche. Alors ouais, la phrase mnémotechnique, c'était « Me voilà tout mouillé, j'ai suivi un nuage », non? Alors pour savoir dans quel sens elles étaient. Ouais. Moi je l'ai appris purement les noms et je sais dans quel ordre ils sont. J'ai jamais réussi. Celui-là, j'ai jamais utilisé un moyen mnémotechnique. Le petit moyen mnémotechnique, c'était « Me voilà tout mouillé, j'ai suivi un nuage », si je me souviens. Comme Mercure. Voilà Vénus, tout Terre, mouillé, Mars, G, Jupiter, alors que c'est un J au passage. Jupiter, suivi Saturne. Ah non, j'ai suivi Saturne, J apostrophe I, excuse-moi. Oui, c'est moi qui divague. Suivi Saturne. 1 Uranus. C'est quoi le mot? J'ai suivi un nuage. Un U, donc Uranus. Nuage, Neptune. Et Pluton y est pas. Et Pluton est déjà pas là. Et ouais, pourtant cette phrase est vieille, il me semble. Bah tu vois comme quoi. C'est vrai. Parce qu'on savait que Pluton était peut-être la dernière, donc ça coulait de source. Bonne question en fait. C'est possible. On sait pas trop. J'ai suivi un nuage poisseux. On peut inventer la suite. Hein. Un nuage pluvieux. Peut-être. J'ai suivi un nuage pluvieux. Effectivement. Pourquoi pas? C'est plus logique que poisseux déjà. C'est sûr. Donc ensuite, alors les 4 qu'on a vus précédemment sont les toutes petites qui sont en bas. Et à l'échelle, du coup, tu as les géantes gazeuses. Donc tu vois très bien pourquoi on les appelle géantes gazeuses. Non, je vois pas du tout. Donc celle qui est à gauche, c'est... Celle qui est à gauche, c'est Neptune. Ah non, Jupiter. Jupiter, c'est celle qui est la plus jolie puisqu'elle a des tas de marbrures, on dirait un tiramisu chocolaté. Ok, donc c'est bien, tu donnes des bons moyens. Ah non, mais c'est comme ça que moi je la connais. Jupiter, tiramisu. Ah non, je les connais pas du tout, mes planètes. Ah, c'est Jupiter à gauche. J'avais mon poster quand j'étais petite et tout. D'accord. Effectivement, pour moi, en fait, je les connais tellement que pour moi, c'est basique. Donc, je m'arrête même pas à ça. Et mais je pense pas être la seule. Je veux dire, à mon avis, il y a beaucoup de gens qui... D'accord. Donc à gauche c'est Jupiter, c'est la plus grosse. C'est le tiramisu, ok. Reconnaissable parce qu'il y a plein de rainures effectivement. Et il y a surtout la grosse tache rouge qui est dans sa partie basse, qui est en fait un ouragan, mais qui a la taille des États-Unis. Un ouragan. Non, je dis n'importe quoi. Qui a 6 fois la taille du diamètre de la Terre. Oui, parce que la taille des États-Unis, ça change. Oui, non, j'ai dit n'importe quoi. D'accord. Non, 6 fois. Enfin, 6 fois avec toutes les zones de perturbation tout autour. On en voit en fait qu'une infime partie, mais ça continue en dessous. C'est un ouragan permanent. Oui, il tourne depuis des milliers d'années. D'accord. Non, c'est pas très hospitalier. Ouais.
Le tiramisu. Voilà. Donc celle qui est à droite avec ses superbes anneaux, c'est Saturne. Ouais. Les anneaux de Saturne, qu'on cite très souvent. Alors là où j'ai beaucoup plus de mal, c'est les deux dernières. Je sais jamais laquelle est laquelle parce qu'elles sont relativement semblables. Bah, elles sont bleues, quoi. De mémoire, je crois que Uranus, c'est celle qui est bleu turquoise clair et Neptune bleu un peu plus foncé. Mais je peux me tromper et je me trompe assez souvent en fait. J'ai été averti vu qu'elles sont assez semblables. Donc la question qui nous amène directement, c'est comment se représenter du coup l'incommensurable. L'incommensurable, d'ailleurs, c'est pas forcément le bon terme. Maintenant, je commence à m'en rendre compte. Incommensurable, c'est qu'il n'est pas mesurable. Oui. Techniquement, on sait le mesurer. Oui. C'est comment se représenter cette mesure. C'est plutôt comme ça qu'il faudrait le voir. Et c'est là que je vais devoir activer mon chrono. Après. Il y a une échelle qui permet de tout mettre en une seule image. C'est pas celle que je vais utiliser. C'est ce qu'on appelle l'échelle logarithmique. Sais-tu ce qu'est un logarithme? Pas du tout. Alors, te donner la définition exacte, je m'en garderai bien parce que je ne l'ai pas prise. Je vais simplement t'expliquer comment ça marche. Ok. Si ça se trouve, c'est la définition, mais je préfère pas dire de bêtises. C'est que à chaque fois que tu passes une dizaine, à chaque fois que tu passes d'un échelon dans l'échelle, tu multiplies par 10. D'accord. Ce qui veut dire que tu fais 0, 1, 10, 100, 1000, 10 000, 100 000. Okay. C'est des puissances de 10. Ouais. Ce qui veut dire qu'en fait, si tu fais des maths, tu as l'abscisse et l'ordonnée, une courbe constante, 1 pour 1, ça veut dire que ça va te donner une courbe à droite à 45 degrés entre les deux abscisses et ordonnées. Cette courbe-là, elle fait que à chaque fois que tu avances de 1, tu multiplies par 10. Donc tu as ce qu'on appelle une superbe parabole. Ouais. Une demi-parabole en fait. Ce qui fait qu'en fait, du Soleil jusqu'à la Terre, on considère que c'est 1. Et pourquoi c'est 1? Parce que, je l'ai dit tout à l'heure, c'est l'unité astronomique. Utilise, ouais. Mais alors du coup, de la Terre jusqu'à Saturne, faut multiplier, faut faire plus 99 en fait. En fait, du Soleil jusqu'à Saturne, c'est déjà 10. 99, excuse-moi, 10, plus 9. Sauf que tu vois que là, j'ai de 0 à 1 et de 1 à 10, si je le mesure avec une règle sur mon écran, c'est la même chose. Ouais. Sauf qu'on est passé de 0, 1 à 10. D'accord. Et ainsi de suite. La ceinture de Kuiper, tu vois qu'on a déjà dépassé Pluton. Donc en fait, techniquement, on est au-delà de la dernière planète connue de notre système solaire. Je dis volontairement connue à cause de ce qui s'est passé très récemment avec la fameuse 9e planète, dont je ne parlerai pas, puisque pour l'instant, on ne sait pas si elle existe, ça reste à démontrer, et de toute manière, je ne suis pas assez calé pour en parler. Okay. N'empêche que, du coup, on peut dire potentiel 8e planète. Enfin, 9e. 9e. Pardon. 8e, première planète naine de notre système solaire, et ancienne 9e planète, en fait. D'accord. Elles étaient 9, elles étaient déclassées, il n'y en a plus que 8, tu t'arrêtes à Neptune. Pluton, entre guillemets, est théoriquement, anciennement la 9e. Ouais. Mais en fait, ça n'en est plus une. Il nous complique les choses, en fait. C'est sûr. Voilà. Et ensuite, derrière, tu as encore des choses, en fait, dans notre système solaire. Tu as notamment le nuage d'Oort, qui est un nuage de particules. De la même manière que après Mars, entre Mars et Jupiter, tu as une ceinture d'astéroïdes. Et là, c'est vraiment des corps. Le nuage d'Oort, c'est plutôt la poussière, pour faire simple. Ok. Et au passage, ça pourrait être une planète avortée. De la même manière que la ceinture d'astéroïdes qui se situe entre Mars et Jupiter est potentiellement une planète avortée, certainement due à l'influence, enfin c'est une des hypothèses, due à l'influence gravitationnelle de Jupiter. Jupiter était énorme, donc elle a une énorme influence très loin dans son voisinage. D'accord. Et ça veut dire que pour créer une planète, tu prends des astéroïdes et tu fais ce qu'on appelle un phénomène d'accrétion. Ils se regroupent, ils sont déjà tous sur un anneau et ils vont se condenser en un seul point. Ouais. Si tu as un énorme élément perturbateur gravitationnel derrière, bah,
ça n'accrée pas. D'accord. Tout simplement. Okay. Donc celui-là, tu as tout en une seule image, mais pour autant, ça ne te permet toujours pas de te représenter, ne serait-ce qu'en temps ou en durée, en temps ou en distance. Du coup, on va partir de ces hypothèses-là. J'utilise à la fois une image, donc qui va pouvoir nous figer des distances, mais également un déplacement dans cette image avec une notion de temps. D'accord. Donc en gros, on va se déplacer dans l'image avec de temps en temps des informations de distance, mais je vais le faire d'une manière chronométrée qui va déjà également nous donner une notion de temps pour passer d'un corps à l'autre, et ainsi de suite. Et tu vas voir que, du coup, dans le système solaire, il n'y a pas grand-chose, en fait. C'est même du vide. À l'image des atomes, l'atome, tu as le noyau de l'atome, qui sont les protons et les neutrons. Et tu as les électrons, qui sont les trucs qui tournent autour. Mais c'est pareil, pour se représenter l'infiniment grand, c'est un peu comme se représenter l'infiniment petit des atomes. C'est exactement la même chose. Tu as peu de matière et beaucoup de vide. C'est à peu près la même chose dans les deux cas. C'est plus ou moins ce qu'avait commencé à comprendre Pascal déjà à l'époque. Donc les hypothèses sont les suivantes. On considère que le diamètre de la Lune, qui est de base de 3475 km, représente 1 pixel de mon écran. Okay. Donc là, sur l'écran qu'on a en streaming, ça correspond à la partie noire, pas l'écran que vous avez directement complète avec tous les icônes. Le vide sidéral, donc le vide sidéral, c'est la partie noire de l'écran, c'est là où il n'y a rien. Quand je dis rien, c'est que c'est moins de 3 particules au mètre cube. Un mètre cube, c'est 1 par 1 par 1. Ouais. 3 particules, c'est potentiellement 3 atomes. Autrement dit, c'est pas grand-chose. Effectivement. Voilà. Sachant qu'en général, ne serait-ce que là, il y a des milliards, ça se compte pas, quoi. Chaque écran, à chaque fois, je vais passer, en fait, quand je vais appuyer sur mon clavier, je vais passer un écran. Chaque écran représente déjà 6 750 000 kilomètres. Ou en durée, l'équivalent de 22,5 secondes parcourues par la lumière. D'accord. La vitesse de la lumière étant de 300 000 km par seconde, la lumière. Ouais, ok. Donc en 22,5 secondes, elle arrive à 6 750 000 km, qui correspondent, dans mon hypothèse, à une largeur d'écran. D'accord. Bien sûr, on considère que toutes les planètes et le Soleil sont alignés, parce que sinon, c'est très facile de dire que c'est pas les mêmes distances. Ouais. Et c'est d'ailleurs comme ça qu'on arrive à faire des voyages, en fait, ou d'envoyer des sondes. On calcule les positions des planètes de manière à ce qu'elles soient les plus proches possibles, mais également à bénéficier de ce qu'on appelle l'effet gravitationnel de certaines planètes pour aller sur une autre. C'est-à-dire être attiré par une planète. Effectivement, tu envoies un satellite. Ouais. Tu veux l'envoyer vers Jupiter. Tu vas bénéficier et surtout utiliser l'attraction de Mars pour passer à proximité. Ça va attirer le satellite. Ouais. Mais si tu le fais passer suffisamment loin de base, ça l'attire et ensuite ça le relâche. D'accord. Mais pendant toute cette attirance, tu l'as accéléré gratuitement. Du point de vue humain, j'entends. Ce qui est pas mal. C'est comme ça qu'on envoie les sondes le plus loin possible. Et de temps en temps, on fait des doubles, triples, voire quadruples catapultes. Il faut vraiment avoir des alignements bien spécifiques de planètes pour le faire. C'est pour ça que malheureusement, tu as ce qu'on appelle des séquences, des plages de lancement qui sont ultra serrées et une fois tous les 20 ans. Oui. Pour des missions bien spécifiques, par exemple. Et donc, le dernier point, c'est qu'effectivement, on parcourt notre système solaire à partir du Soleil jusqu'à Pluton. Okay. Je m'arrête à Pluton parce que je m'arrête à un corps qu'on connaît. Le système solaire, techniquement, il va plus loin. Il va jusqu'à la fin de l'influence des vents solaires, qui sont bien plus loin que Pluton. Ok. Voilà. Donc ça, c'est tout simplement le... Alors juste, pourquoi est-ce qu'on choisit la Lune comme point référentiel de... Parce que en la mettant à 1 pixel, ça va nous permettre également de voir d'autres satellites d'autres planètes. Ok. Jupiter et Saturne notamment, qui en ont pas mal.
C'est plus d'une dizaine chacune. Ça va être des pixels aussi. Donc techniquement, on va pratiquement pas les voir. Mais n'empêche que c'est là. Et ça nous permet de voir le soleil, tel qu'on va le voir déjà sur la prochaine diapo, mais de pouvoir représenter au minimum quelques pixels pour représenter un corps. Parce que vu que j'ai choisi cette représentation de manière à ce que les échelles des distances qu'on mesure sur mon écran sont proportionnelles également à la taille et le diamètre de chaque corps. Oui. Le problème de la majorité des représentations, comme celle qu'on avait vue en logarithme précédemment, c'est que tu vois très bien que le Soleil, c'est un gros point jaune, mais si tu regardes bien, Jupiter est pratiquement aussi grosse que le Soleil. Or, c'est pas le cas. Oui. Donc déjà, tu as un problème de représentation entre les planètes. La Terre est aussi grosse que Jupiter. C'est pas du tout le cas. Ouais, on l'a vu tout à l'heure. Donc là, en fait, c'est simplement une représentation. Moi, ce que je veux, c'est être en représentation totale. Donc ça veut dire qu'il faut trouver une échelle qui, à la fois, te permette de voir les petits corps que tu veux, en termes de diamètre, sans pour autant avoir quelque chose de démesuré en termes de distance entre ces corps. Oui, parce que sinon, on ne pourrait plus le visualiser non voilà. plus. Mais même là, tu vas voir, ça va nous prendre 30 minutes, au minimum. Ok. On va s'y mettre alors ? Ah oui, on va s'y mettre. C'est parti. Alors, je vais... Et tu vois, c'est cool parce qu'il est 22h30, donc... Parfait. Ce timing. Alors, voilà. Donc, on part du soleil. Lancé. Non, je ne l'ai pas encore lancé, je sais, parce que je vais, tant que je parle, je ne lance pas. Parce qu'après, il va falloir que je parle tout en regardant le chrono et en avançant. Ça va être une gymnastique intéressante. Normalement, c'est ça. Donc, on part du soleil. Ouais. Donc, si la Lune fait un pixel sur mon écran, le soleil, il fait cette taille-là. Et c'est le seul gros point comme ça que tu verras. Les autres, on les voit pratiquement pas. Donc on va pas voir grand-chose au final. Non, et c'est exactement ce que je voulais bien signifier, c'est que le vide spatial, ça porte ce nom parce qu'il n'y a rien. Mais quand il n'y a rien, il n'y a rien de rien. Donc il n'y a rien à voir. C'est toujours le moins de 3 particules par exactement, mètre cube. Voire 0 parfois. D'accord. Parfois ça monte quand tu as des poussières. Ouais. C'est ce qu'on appelle c'est issu des anciennes explosions d'autres étoiles. Mais autant dire que dans notre système solaire, il n'y en a pas. Parce que ça, c'est bien plus après. Ça arrivera quand notre soleil explosera, s'il explose. Allez, c'est parti. Attends. Si je me suis mis un chrono, c'est que du coup, il va falloir respecter ça. On a des respects de timing. C'est parti. Donc, pour que ça marche, en fait, toutes les 2 secondes, je passe un écran. Vous voyez le numéro qui s'affiche en haut à gauche de cet écran. Ça veut dire que là, à 8 écrans, on vient d'avoir Mercure. Hop, on revient là. 8 écrans, on est déjà à... que je me trompe pas. Tu vois, j'arrive plus à le lire. On est à... je vais pas y arriver. À 61 millions de kilomètres. Tout petit. On est à 61 millions de kilomètres. D'accord. Je te rappelle qu'un écran, c'est 6 75 000 kilomètres. On est déjà à 61 millions de kilomètres. Ok. C'est pas évident à se représenter. Si je continue. Donc après Mercure, on a donc comme planète... Vénus. C'est ça. Coucou Vénus. Coucou Vénus. Si je continue. C'est ça qui est très drôle en fait. Je vous ai mis un numéro, tout simplement pour qu'on voit comment ça défile. C'est nous. On vient d'arriver. Donc là, on vient de faire 150 millions de kilomètres. Ok. La lumière du Soleil met 8 minutes,3 à parcourir cette distance. Ah, la lumière de base en fait. Donc en fait, ce qui se passe, le Soleil émettant de la lumière par ses réactions thermonucléaires, émettant des photons, les photons c'est la lumière, ça met 8 minutes,3. Ça veut dire que si jamais il se passe quelque chose de dommageable pour nous du point de vue du Soleil, une explosion, et d'une on ne le saura que 8,3 minutes après,
Par contre, je crois qu'on a quelque chose comme 3 ou 4 jours avant que ça nous arrive physiquement. D'accord. C'est comme une explosion thermonucléaire. Tu vois toujours un flash lumineux qui est déjà destructeur en lui-même parce qu'il est tellement puissant qu'il arrive à cramer absolument tout. Ouais. C'est pour ça qu'il y avait des brûlures, notamment à Hiroshima et Nagasaki. Ceux qui n'étaient pas morts étaient juste brûlés au 3e et 4e degré. Et après seulement, tu obtiens après le flash l'onde de choc. Et ça, c'est celle qui détruit tout le reste. C'est pas cool ça. Voilà. C'est pareil pour le soleil, c'est-à-dire qu'on le verrait et on se dit dans 4 jours tout casse. Autrement dit, on est foutu. C'est pas cool. Voilà. Tu vois, c'est loin, mais c'est pas loin en fait. Ouais. Allez, on continue. Donc après la Terre. Quatrième planète tellurique. Après la Terre. Mercure. Non, Mercure c'était la première. Du coup, c'est Mars. Oui, Mars. C'est Mars. Me voilà tout mouillé, ça marche, mais il y a 2 M du coup. Voilà. Mars, on est donc à 34 écrans. La Terre était à 15 écrans. Oui, il me semble. Donc tu multiplies par 2. On est à 300 millions de kilomètres. On vient de doubler déjà. C'est-à-dire que techniquement, tout ce qu'on a fait depuis la Terre, on l'a fait une 2e fois là. Allez, c'est parti. Donc là, je vais avoir le temps de parler parce que je sais à combien il faut aller et on n'y est pas. Donc effectivement, le vide, en fait, c'est vraiment rien. Et en même temps, c'est ce qui constitue 98% de l'univers. D'accord. L'univers, c'est du vide et du vide. Bizarrement, les atomes, c'est du vide et du vide. Donc, ce que tu peux voir entre l'infiniment grand et l'infiniment petit, pour le coup, est relativement semblable. Et c'est ça qui est très amusant. C'est impressionnant, ouais. C'est de se dire que du coup, en plus, si on a un atome dans l'espace, ça veut dire qu'on a 98% de vide, donc 98% de vide. Exact. Là, on arrive à ce qu'on appelle la ceinture d'astéroïdes. Dont tu parlais tout à l'heure. Exactement. Alors, je les ai représentés très espacés, mais réellement, ils sont beaucoup plus concentrés que ça, puisque je t'ai dit que c'est potentiellement une planète avortée. Oui. Donc, ils sont vraiment sur ce qu'on appelle un anneau, et pas aussi diffus que ça. D'accord. Donc là, il y a un peu de tout. Alors, j'ai mis astéroïdes parce qu'ils sont beaucoup plus petits que la Lune, donc on les voit pas, en fait. Oui. C'est ça qui est très drôle, c'est que tant que t'es pas dessus, tu les vois pas. Mais ils sont bien là. Et d'ailleurs, ça fait un énorme anneau diffus. Et du coup, comment on les a repérés, ceux-là, s'ils sont si petits que ça ? Bonne question. Alors, comment on repère quelque chose ? Attends, bouge pas. Je vais avancer. Ouais. Et je réponds juste après. Parce qu'en fait, là, moi, je me suis pas compliqué. Il y a tellement de chiffres à passer que maintenant, je ne compte plus et je fais plus qu'en durée temporelle. Il y a tellement d'écrans de rien du tout que là, je me fie à mon chrono. En tout, à combien d'écrans comme ça ? Je te le dirai pas. Ok. Beaucoup. D'accord. C'est ça qui est très drôle, en fait. C'est-à-dire que la prochaine planète qu'on va voir, là, c'est Jupiter. Hein. D'accord. Jupiter, faut que je la vois à... Ouais, ok, c'est bon, on a encore le temps. Donc là, techniquement, toutes les 2 secondes de cette présentation-là, il y a 6 750 000 km de parcouru. Ok. C'est juste monstrueux. Donc la question que tu me posais tout à l'heure... comment on repère quelque chose dans l'espace ? Tu as plusieurs moyens de le repérer, en fait. Le premier, c'est de le voir directement par télescope. Mais pour ça, il faut qu'il émette suffisamment de lumière. Quand les corps... est-ce que tu te rappelles, je ne sais pas si tu l'as vu, la différence entre corps primaire et corps secondaire ? Pas du tout. Le corps primaire, c'est celui qui émet de la lumière. Le corps secondaire, c'est celui qui la reçoit et qui la réémet, qui la réfléchit. Donc de cette manière-là, le Soleil est un corps primaire. Toutes les planètes sont des corps secondaires. Ouais. Du coup, faut que ça renvoie suffisamment de lumière pour pouvoir le voir. Si tu les vois pas, tu as encore 2 manières de les détecter. Pour les étoiles,
il y a des histoires d'ondes spécifiques qui sont envoyées. Donc tu peux, avec des télescopes autres que visuels, à savoir captation d'ondes, tout type d'ondes, rayons X, rayons gamma et autres, tu vas pouvoir détecter quelque chose et en déduire qu'il y a quelque chose. Ou alors, dans le cas des planètes, et ça arrive souvent, cette planète va, à un moment ou à un autre, passer devant un astre corps primaire. Et donc, créer une tache, puisque c'est comme une éclipse, elle passe devant, entre la lumière et toi. Donc, elle crée un point d'ombre. Oui. Et t'en déduis, en fait, du coup, qu'il y a un corps. Et de cette manière-là, tu peux même en déduire sa taille. D'accord. Ok. Il y a certainement d'autres méthodes, mais ça, c'est les plus connues. Les plus courantes. D'accord. Et autre question, je me demandais, j'imagine que le Soleil n'est pas la plus grande étoile qu'on connaisse. Il est microscopique. Ouais. Alors ça je les ai pas ici. Le Soleil est microscopique vis-à-vis de certains. D'accord. C'est une toute petite étoile. On a un ordre d'idée des plus grandes. Tu vois la taille de la Lune par rapport à Jupiter ou par rapport au Soleil? Ouais, le Soleil peut avoir cette même proportion par rapport à d'autres. D'accord. Et il est microscopique. Ce qu'on appelle les géantes rouges ou autres. Hop! On vient d'arriver à Jupiter seulement. C'est pas trop tôt. 115. Donc 115 que multiplie 6 750 000. Ça nous fait du 778 millions de kilomètres. Attends, 115 que multiplie 6. Ouais, c'est ça. Donc voilà. On est reparti. Allez. Et pareil. Donc, prochaine planète. Saturne. Exact. Donc la deuxième géante gazeuse. Ouais. Avec ses superbes anneaux. Au passage, avec Jupiter, on va revenir juste dessus. Les 4 petites inscriptions qui sont à droite, ce sont les 4 plus gros satellites, donc qui sont aussi gros, voire plus, que la Lune, puisqu'ils sont représentés sur ce graphique. Il y a Io, Ganymède, j'arrive plus à lire les autres et je ne me rappelle plus. Jupiter en a bien plus que 4. Il y en a, moi, je dirais au moins une dizaine, et Saturne, c'est à peu près la même chose. D'accord. Allez, c'est reparti. Alors, autre question peut-être. Oui, par exemple, les anneaux de Saturne, ils sont faits de quoi? D'un peu de tout, de poussière, de roche, de glace. Alors la question, c'est une très bonne question. Je sais plus de comment ils se sont formés. Est-ce que c'est un rebut ou est-ce que c'est un satellite qui a éventuellement explosé ou qui ne s'est pas formé? Quand tu as beaucoup trop de matériaux, tu peux très bien avoir une planète générale, et quand il y en a trop, ça crée satellite. C'est pas le cas de la Lune. La Lune, c'est très compliqué. Il y a au moins 4 scénarios différents. Je vais pas rentrer dedans, mais qui expliquent pourquoi elle est là. Et soit ça viendrait de la Terre, soit c'est suite à une collision d'un objet astéroïde avec la Terre, qui aurait renvoyé une partie des matériaux de la Terre pour créer la Lune. Mais c'est des théories qui se battent puisque par l'analyse des différentes roches, on n'arrive pas à le justifier tel quel. D'accord. Tu devrais retrouver des éléments de la Terre dans la Lune, et c'est pas le cas. Dans celle qu'on a ramenée, en tout cas, c'est pas le cas. Ouais. Donc on sait pas. Ok. Voilà. Alors, là, on arrive à quelque chose qui n'est pas une planète. On vient de parcourir 1 milliard de kilomètres. Ok, ça donne le vertige. Voilà, donc 1 milliard de kilomètres, c'est 6,7 fois la distance Terre-Soleil. Ouais. Et la lumière ne met un petit peu moins d'1 heure pour y arriver. D'accord. Donc c'était le truc. Pour revenir en durée, plutôt en représentation humaine, considérons que tu as un vaisseau qui a la vitesse d'une automobile, qui va à 120 km/h. Alors c'est un petit clin d'œil, 120 km/h, ça fait 80 miles par hour. Ouais.
Retour vers le futur. Oui. Voilà. C'est petit clin d'œil. Combien d'années faut-il pour parcourir cette distance à cette vitesse-là? Bon, je vais t'épargner la division. Il faut diviser 1 milliard par 120. Ça fait 951 ans. Ok. Toi, c'est à la fois de la distance et du temps. Oui. Ce qui permet de voir les choses. Prochaine planète. Uranus. Non. Oui, pardon, j'ai un dit. Eh ben non, Saturne justement. Ah, on l'a pas encore passé, non, Saturne, c'est vrai. On l'a pas passé. Le milliard, mais... On l'a pas passé. Effectivement. Donc voilà. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Ah oui. On a toujours tendance à représenter, quand on les met en vue de perspective, toutes les planètes sont comme disposées sur un disque dont le Soleil est le centre. À l'exception de Pluton, puisqu'elle est inclinée de, je crois, 5 à 10 degrés. C'est-à-dire qu'elle est dans un plan qui est légèrement bancal. D'accord. De manière générale, toutes les planètes tournent autour du Soleil de manière circulaire. Alors, c'est pas exactement le cas, vu qu'elles interagissent les unes sur les autres. Le Soleil interagit également, bien sûr, sur elles. Du coup, on appelle ça une orbite elliptique. Mais bon, la majorité des planètes ont une orbite elliptique quasiment circulaire. Pluton, c'est pas le cas du tout. Notamment, déjà, elle a une orbite qui n'est pas dans le même plan. Mais en plus, elle a une orbite elliptique, à savoir qu'au plus près, elle est à 35 années-lumière, 35 unités astronomiques. Au plus loin, elle est à 55. D'accord. Elle joue au yo-yo, ça, c'est dû à quoi? Sa taille C'est dû à sa taille, le fait qu'elle soit loin. Et attends, je vais répondre juste après à quoi c'est dû, parce qu'on vient d'arriver à Saturne. Coucou Saturne. Coucou Saturne, voilà. 212. Le truc précédent, c'était 148. Ouais. Donc on a fait x1,5. Non, à peine. Voilà. Et c'est reparti. Après Saturne? Uranus. Exact. Uranus, on a le temps. Là, en fait, le problème, c'est que jusque-là, ça allait vite. Ouais. Là, ça va être très lent. Ok. C'est-à-dire que Uranus, Neptune et Pluton sont à Babelwed. On a le temps de parler. Voilà. Ce qui explique d'ailleurs que c'est très compliqué de voyager d'une planète à l'autre. On va y revenir juste après. Je vais finir on était sur Pluton. Sur Pluton et son. Alors pourquoi et d'une, elle est très loin. Et de deux, je pense qu'elle a été influencée par les autres planètes. Oui. Parce qu'elle est relativement petite en fait. Pluton a la taille de la Terre. C'est tout petit. D'ailleurs, je l'avais pas en représentation. Elle a la taille de la Terre? De mémoire, ouais, c'est tout petit. Je voyais ça plus petit, comme on dit que c'est une naine. Oui, non, oui, que je suis bête. T'as raison. Plutôt la taille de la Lune. D'accord. D'ailleurs, on la voit, donc ça veut dire qu'elle est forcément... elle est dans le graphique. Oui. C'est peut-être un pixel et demi. Au passage, tu as vu la taille des diamètres, à chaque fois, c'est juste des points. Il n'y a qu'Air que Jupiter qui doit faire aller 4 mm sur mon écran. Voilà. Donc, Pluton... Ce qui est amusant avec Pluton, d'ailleurs, c'est que, contrairement à toutes les autres planètes, si je considère planète, pour faire simple, chaque planète est sur son orbite et tous les satellites autour de ces planètes tournent autour de la planète. C'est vraiment la planète qui définit l'orbite. Oui. Pluton, c'est pas le cas. Pluton, c'est un double système qui s'appelle Pluton-Charon. Charon étant le satellite de Pluton. D'accord. Mais ce qui est complexe, en fait, c'est que Pluton est aussi... Charon est le satellite de Pluton, de la même manière que Pluton est le satellite de Charon. D'accord, donc ils s'entraînent mutuellement. Exactement. Ce qui fait qu'en fait, le centre, ce qu'on appelle le barycentre, le centre de gravité entre les deux, qui lui définit l'orbite elliptique, en fait, c'est quelque chose qui n'existe pas. Ils tournent les uns l'un autour de l'autre. C'est vraiment un binôme assez particulier. Ok. Par contre, effectivement, Charon, de mémoire, est vraiment plus un astéroïde, patatoïde, qu'une sphère. Donc tout petit par rapport à Pluton, pas forcément plus petit, mais c'est surtout qu'il est patatoïde dans le sens où il n'est pas sphérique. Oui. Il ressemble plutôt à un astéroïde.
Ok. Là où Pluton, Charon. Hein. Oui. Là où Charon. Pluton est plutôt planète naine, donc plutôt dense. Et là où c'est très drôle, c'est que c'est une planète naine, à savoir que si on la mettait sur l'orbite de la Terre, elle fondrait. Parce qu'il y a une grande quantité de glace en elle. D'accord. C'est pour ça que c'est compliqué de la considérer. C'est une des raisons qui fait qu'elle a été dégradée et pas considérée comme une planète. Et si on mettait une des autres planètes glacées à la place de la Terre, elle fondrait pas par contre? En fait, on n'a pas de planète glacée à part glacée au sens avec une très grande quantité qui constitue la sphère. Ok. Tu peux avoir des mondes glacés, mais c'est la surface. Ou alors une couche. Là, c'est pas une couche, c'est carrément toute une partie de la planète et de son épaisseur. D'accord. Il n'y a pas que de ça. Il y a de la roche, mais il y a également beaucoup de glace. À l'image des comètes qui, elles, sont uniquement de la glace avec de la roche et de la poussière en surface. C'est pour ça qu'en fait, quand elles passent à proximité du Soleil, on voit des longues traînées, les queues de comètes, qui sont qui sont tout simplement leur matériaux. D'accord. Donc voilà. Et du coup, tu parlais de la forme patatoïde, ça influence ou pas sur la trajectoire ou pas du tout? Ça peut, puisque ça a forcément un comportement un peu bizarre. Une sphère, quand elle tourne, on va considérer qu'elle tourne majoritairement selon son axe de révolution. Oui. Un astéroïde, comment tu définis un axe de révolution, sachant que c'est pas sphérique? Bah oui. Donc en fait, en général, tu as ce qu'on appelle une triple rotation. Selon selon X, Y, Z en fait. Ouais. D'accord. Ça tourne tu te rappelles Armageddon? Enfin, tu l'as vu Armageddon? Non, je l'ai pas vu Armageddon. Un vieux film. Il l'explique, tu vois les trois axes sur la météorite. Tu vois que ça évolue dans tous les sens. D'accord. Donc voilà. Alors là, Uranus, on n'en est pas trop loin, mais encore. On n'y est pas arrivé. Je te parlais tout à l'heure des voyages effectivement interstellaires. On va déjà parler interplanète, parce qu'interstellaire... alors ça, c'est une question à laquelle j'avais répondu dans la précédente conf. Ouais. En gros, les deux seuls éléments connus, à savoir fabriqués par l'homme, qui ont été envoyés depuis la Terre et qui sont les plus loin de nous, sont les sondes Voyager 1 et Voyager 2. Ouais. Qui n'ont pas appris exactement, qui n'ont pas pris du tout le même chemin. Voyager 2 est resté dans le disque où orbitent toutes les planètes. À l'heure actuelle, on considère qu'elle est à peu près à 120 unités astronomiques et elle est justement aux limites de notre système solaire et de l'influence des vents solaires dont je parlais tout à l'heure. Ok. Elle a été lancée en 77. 77, 87, 2007, 2017. Ouais. Il faut du temps. Elle ne va qu'à environ 17 km par seconde. Et du coup, elle va sortir un jour de la portée des vents solaires ou... On considère qu'elle est sortie maintenant. Elle est sortie. Elle vient d'en sortir. D'accord. Elle vient d'en sortir, on le considère. Hop, on vient de passer Uranus. Seulement. Et maintenant, on va pouvoir reparler puisqu'on va vers Neptune et c'est tout aussi long. C'est même encore plus long que pour Uranus. Donc c'est là que tu te dis pour y arriver. Il n'y a rien quoi dans l'espace. Non, mais il n'y a absolument rien. Il y a exactement ce qu'il y a sur mon écran, à savoir du noir. Ouais. Du rien et du rien. Le problème, c'est que c'est compliqué de se dire qu'il n'y a rien alors que tout tient. Mais tout tient comment? Alors ça, c'est là où c'est très... mystère, non, c'est pas le mystère, mais c'est surtout que c'est là que c'est très compliqué à expliquer et que je vais pas me risquer non plus sur ce domaine. Parce que ça nécessiterait que je prenne, je pense, une autre conférence pour essayer de le définir, parce que là, on rentre dans la physique. C'est plus pointu, ouais. Dans la physique. Moi, je suis plutôt sur le contemplatif et essayer de vulgariser, mais que les gens se rendent compte qu'au final, c'est très compliqué, parce que à notre échelle, ça se représente pas, en fait. C'est pas faisable. Qu'est-ce que je disais d'autre? Je sais plus. Moi non plus. Je
J'étais sur le Voyage, Ouais, on a parlé de Voyager 1. Oui. Ah oui, j'étais sur la vitesse de voyage de ces satellites qui sont archaïques en termes de technologie. À savoir qu'à l'époque, les programmes étaient gravés sur des disques en or, enfin à la feuille d'or, parce que ça ne s'altère pas. Ouais. Et autant dire que la puissance de calcul est dérisoire. Oui, bah oui, je m'en doute, ça fait 40 ans. Ouais, Apollo, les missions Apollo qui ont permis d'aller sur la Lune notamment. Apollo 13, qui est très connu pour ne pas être allé sur la Lune et avoir eu un problème, et ils ont réussi à revenir sur la Terre, avait la mémoire équivalente de quelque chose que tu n'as peut-être même pas connu. Une disquette 3 pouces et demi. Est-ce que ça te dit quelque chose ? Alors ça a dû s'arrêter juste avant. C'est les fameuses c'est les fameuses icônes enregistrées sur tous les logiciels. Années 90, moi je suis. Non, on l'a utilisé jusqu'en 2003. Ah bon, jusqu'en moi 2003 oui. Moi en tout cas oui. Parce que moi je suis de 96, j'en ai vu mais j'en ai jamais utilisé quoi. La 3 pouces et demi en fait, je me rappelle quand j'ai eu mon premier ordinateur portable. Je vois la tête du truc quoi, mais c'est un truc qui est 3 pouces et demi quoi, voilà, c'est un ce qu'on appelle celui qui est après la floppy disk. La floppy disk, t'as pas connu. Non, ça j'ai pas connu. C'est un truc qui est beaucoup plus grand et qui est tout mou. Mais oui, donc la voilà. disquette, je vois. Mais par contre, la disquette, c'est tout le monde le connaît sans forcément savoir ce que c'est, parce que c'est l'icône enregistrée. Oui. Voilà. Ce qui est très drôle parce qu'en fait, c'est plus des disquettes. On aurait mieux mettre des SD cards en fait en icône, mais bon, personne le fait. Je connais les logiciels qui l'ont fait, mais du coup, tu cherches la disquette. Bref. Donc voilà, donc ouais, 1 méga 25. D'accord. Et ils ont envoyé 3 hommes sur la Lune plusieurs fois avec ça. Maintenant, quand tu vois ce qu'ils essaient d'envoyer avec la puissance de calcul, il y a des fois ça ne suffit pas. C'est compliqué en fait. Donc voilà. Juste avant ça, je parlais des vitesses de voyage. Donc Voyager 2 et Voyager 1 d'ailleurs sont à peu près à l'équivalent de 17 km par seconde en termes de vitesse de déplacement à l'heure actuelle. Ouais. Ça a été par l'impulsion de base quand on les a largués, et également justement par les catapultes gravitationnelles qu'elles ont subies avec les différentes planètes. Voyager 1, elle est carrément sortie du plan, elle est partie à l'oblique pour aller voir autre chose. Ok. Le problème, c'est qu'elle le verra dans des milliers d'années. Ouais, donc on sera plus vraiment là pour... Nous, non. Toi et moi, je pense pas. Encore qu'on sait pas ce qu'il y a après la mort. Hein. Ouais. Mais voilà, et Voyager 2, elle est toujours dans le plan, mais elle est sortie du vent solaire. On considère que si on voulait voyager de manière interstellaire, donc interstellaire, c'est d'étoile à étoile, littéralement, il faudrait qu'on ait une vitesse minimale de 100 000 km par seconde. Sinon, ça ne sert à rien. On en est très loin. Pour que ça soit intéressant. Un voyage de la Terre vers Mars, qu'on considère la planète la plus simple et la plus proche à approcher. Alors proche, toujours en fonction de ce que je te disais tout à l'heure, en fonction des proximités et de bénéficier de l'énergie de la catapulte de la Terre elle-même, quand on sort de l'atmosphère, pour arriver sur Mars quand elle est pas trop loin. Avec le fait qu'elle ne tourne pas forcément à la même vitesse et tout ça. Ça prend déjà 6 mois. Hein. Ouais. Du coup, à 100 000 km par seconde, ça prendrait combien de temps pour tu prends la distance. Le plus proche je sais pas trop, ça. Bonne question. Ouais. Je sais pas. Il y a une autre possibilité qui est ce qu'on appelle les vaisseaux intergénérationnels. Ça a été développé dans des... Alors, j'ai pas d'exemple concret, mais dans la science-fiction, ça a été développé. Ça consiste à développer des vaisseaux où une population vit de manière à aller à un but, mais qui est lointain. D'accord. Donc tu as des générations et des générations qui se succèdent avec le but commun d'atteindre quelque chose. Ça veut dire que quand tu pars, c'est pas toi, mais tes petits arrière-petits-enfants qui vont y aller. Faut avoir envie quand même. Voilà. En même temps, si on n'a pas la vitesse, tu prends le temps. Et pour prendre le temps à échelle humaine, tu es obligé de faire plusieurs générations. T'as pas le choix. En tout cas, à l'heure actuelle.
Donc voilà. Je vais un petit peu accélérer. Normalement, il faudrait que j'attende encore facilement 1 minute. Mais on va se faire... en fait, le problème, c'est qu'on va arriver à la fin de notre temps imparti. Donc je vais considérer qu'on est arrivé à Neptune. Donc Neptune, tu vois, c'est pas très gros comme point bleu. Hein. Non. Et donc ensuite, on continue, hein, parce qu'après Neptune, il y a Pluton. Ouais. Alors du coup, Pluton, ce qui est très drôle, c'est la question, c'est dans l'hypothèse, à quelle distance je l'ai mise? Parce que tout à l'heure, je t'ai dit qu'elle avait une orbite elliptique, et donc elle pouvait se situer à 35 comme à 55 unités astronomiques. Sachant qu'une unité astronomique, c'est 150 millions de kilomètres. Ouais. Tu multiplies par 20, ça fait une sacrée différence sur le PowerPoint. Donc tu as choisi. Je crois qu'en fait ils ont pris alors c'est pas moi qui ai choisi parce que ça vient d'un site que je vais citer après. Je crois qu'ils ont choisi la valeur moyenne. D'accord. Donc c'est un peu plus loin que son périgée, mais c'est moins loin que son apogée. Périgée, apogée étant son point le plus loin, périgée le plus près. Proche. Voilà. Donc voilà. Très bien. On a un bonus de temps, c'est cool. Non mais très bien, moi ça me va, hein, on n'avait pas fini, donc très bien. Donc voilà, donc il nous reste Pluton, dont on a déjà parlé. Pluton, je sais plus comment on l'a découvert celle-ci. Ah ben non, je te l'ai dit, c'est certainement. Il y a aussi, dans la découverte des planètes ou des corps, il y a un truc qui est très bien. Faut remonter des dizaines et dizaines d'années avant, quand on n'avait pas les ordinateurs. Du coup, on n'avait que l'aspect, on va dire, visuel. Alors, on va remonter du temps où on n'avait pas tout ce qui était télescope à analyse d'ondes. Donc, tout était fait de manière visuelle. Le seul moyen de découvrir une planète ou un nouveau corps, c'est soit de le détecter, en vision directe, ou en vision indirecte quand il passe devant un astre lumineux et en créant une tache d'ombre. Je t'ai expliqué tout à l'heure. Du coup, quelle est la manière la plus simple et de toute manière la seule qu'ils avaient à l'époque pour faire ça? Un astronome. Par le télescope. Voilà, donc tu fais des photos, des photos et des photos à ne plus finir. Jusqu'à voir. Tu les développes et ensuite tu les compares secteur par secteur. Et tu regardes tout ce qui a bougé. Si ça a un mouvement linéaire, c'est que c'est forcément un corps qui se déplace selon une trajectoire qui est la même, à savoir que c'est le même corps à chaque fois. Si c'est un truc erratique, c'est que ce sont des corps qui bougent, mais tu ne sais pas qui est qui. Si tu en vois un qui effectue entre guillemets une ligne, même si c'est pas une ligne, en fait c'est un immense arc de cercle, mais la valeur de l'arc de cercle est tellement grande qu'au final tu sais pas. On s'en rend pas compte. Il y a des gens qui ont passé leur vie à faire ça. Faut être motivé quand même. Exactement. Non, ça s'appelle des scientifiques, monsieur. Un scientifique dédie son corps à la science. Si bien littéralement que dans la pensée. Et donc, en fait, tu fais des tas de clichés. Et en fait, tu joues au jeu des 7 différences, sauf que là, il y en a beaucoup plus que 7 parfois. Ouais. Et tu tries ce qui ne t'intéresse pas, tu prends ce qui t'intéresse. Et quand tu en vois un qui te semble correct, tu repointes ton télescope spécifiquement dans la bonne direction. Au passage, si tu peux, tu essaies d'augmenter le grossissement pour restreindre ta zone. Et tu essaies de continuer à suivre cet objet. C'est comme ça qu'on a découvert des planètes. Et si tu t'es planté, t'es dégoûté par contre. Oui, mais à l'époque, ils avaient le temps, certainement les finances aussi, ou alors c'était pas géré de la même manière. N'empêche que quand on n'avait pas d'ordi... Maintenant, c'est les ordis qui le font. Hein. Les ordis font exactement la même chose à l'heure actuelle, sauf que c'est une routine. Et ce qui est très drôle, c'est quand tu parles avec un astronome, tu lui demandes qu'est-ce qu'il fait de ses journées. Ce qui est dommage, je trouve, c'est que la plupart des astronomes, en fait, te disent que le Kesako, d'accord, que la plupart du temps, ils sont en train d'analyser des grilles de calcul et de données, mais que au final, ils regardent très peu les étoiles. Ils ne voient pas la moindre forme de planète. Non, mais c'est surtout qu'ils oui, c'est ça, mais ils ne voient surtout même pas le ciel en lui-même.
Parce que de toute manière, regarder le ciel, au bout d'un moment, bah, tu vois des points, des points et des points, et à peu de choses près, c'est toujours la même chose. Après, c'est sûr que un forgeron, il forge toujours la même chose, et donc le métal, pour lui, c'est un bout de métal, quoi. Tout est question de point de vue. Oui. Pour ça que moi, ça me plaît de simplement le regarder comme ça, en contemplatif, en zoomant de temps en temps dessus. Au bout d'un moment, tu peux pas, si tu veux rentrer dans le vif du sujet, tu es obligé de faire abstraction de ça et d'utiliser en fait les technologies contemporaines de ton moment. À l'époque, ils avaient que les plaques photographiques. Maintenant, on a les ordinateurs plus toutes les longueurs d'onde spécifiques que tu veux. Tu passes tout au crible, tu en obtiens des coordonnées, des signaux, et t'en déduis que ces signaux sont en fait un corps. C'est une manière différente. C'est un peu comme si un robot regardait le ciel, en fait. Oui. Mais tu as quand même une interprétation derrière qui est humaine, au minimum. Après, si on en vient à faire de l'astronomie, je pense que c'est parce qu'on aime bien regarder le ciel à la base, quand même. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Bah oui, mais c'est sûr. T'as des personnes comme ça qui adoreraient regarder l'eau, qui ont fait de la mécanique des fluides, et au final, quand tu fais de la mécanique des fluides, mais l'eau, il y a des fois tu comprends, il y a des fois tu comprends toujours pas. Oui. Mécanique des fluides, c'est très compliqué aussi. Hein. D'ailleurs, c'est pas que l'eau, c'est les vents et tout ça. Donc voilà. Bon, je vais arriver à la conclusion. Alors, on n'y est pas encore techniquement. Là, on est donc entre Neptune et Pluton. Il faudra encore facilement à peu près 2 minutes, donc 120 fois... attends, 2 minutes, 2 minutes ça fait 120, donc 60 fois 6750 000. 6 750 000 Moi, j'ai perdu le compte là. Donc il faudrait 20 fois encore 20 écrans au minimum, toutes les 2 secondes, pour arriver à Pluton. On va considérer qu'on est à Pluton. 874. On est à 874 fois la largeur de mon écran. Voilà, donc c'était ça le nombre d'écrans que tu voulais pas nous dire. Non, exactement, parce que je peux continuer encore. Ouais. Alors, très simplement, pour te représenter à l'image de ça, si on prend la partie noire de l'écran, qu'on considère que c'est une feuille de papier. Donc, tu prends la largeur. L'image qu'on vient de parcourir, elle fait 145 mètres. Ouais. Donc, la taille d'un stade de football. Ouais, effectivement. Ce qui est très drôle, c'est que pour trouver potentiellement le prochain corps solide, il faut multiplier ce qu'on vient de faire par 6771 fois. Je sais pas combien de terrains de football ça ferait si tes écrans déjà, tu vois, on vient de passer à peu près une demi-heure pour essayer de se représenter la distance entre le Soleil et Pluton. Tu multiplies par 6771 fois pour trouver le prochain corps solide. Parce que tu pourras éventuellement trouver des astéroïdes de passage ou des comètes. Ou de la poussière dans le vide stellaire. Et donc le prochain corps solide qui est alors ça, le problème, c'est dans quelle direction du coup? Parce que là, on a dit qu'on était aligné sur toutes les planètes, mais du coup, tu as sur 360 degrés. Oui. Le corps le plus proche, c'est Sedna. D'accord. Il s'appelle Sedna. Alors, je sais plus ce que c'est par contre. Je sais plus si c'est une étoile ou une planète. Je crois que c'est une étoile. Donc, c'est l'étoile la plus proche de notre propre étoile. Et donc, elle est à 671 fois. Alors, j'ai même plus la distance. Et ça, on va y revenir très vite en unité astronomique. C'est plus rapide comme ça. Bah oui, forcément. Pluton. 29 à 49, pardon, c'était pas 35 à 55. Donc 29, c'est 30, 49, 50, donc 40. Donc tu fais 40 unités astronomiques. Donc 40 fois 150 millions de kilomètres que multiplie 6771 pour avoir la distance en kilomètres qui nous sépare potentiellement Sedna du Soleil. D'accord. Et même ça déjà, qu'est-ce que c'est quoi? Ouais. Donc c'est pas évident. J'espère que ça
Ça t'aura et ça vous aura. Ouais, moi c'est vrai que j'ai plus j'ai parlé à toi peu... qu'au public, mais je t'ai pris, tu étais le public. Mais c'est vraiment pas évident de se représenter ce que c'est. Ça file un peu le vertige, mais c'est ça. Bah, en fait, c'est intéressant. On est tout petit. C'est la conclusion. On est rien, mais rien du tout. Absolument rien. Donc voilà. Et donc en fait, ce site-là, le site sur lequel je me suis appuyé pour faire l'image qui fait 145 mètres, si on considère la largeur de mon écran, pardon, la hauteur, c'est tout simplement... Je sais pas, on va passer directement au dernier slide que j'aurais dû montrer. Voilà. C'est tout simplement le système-solaire.net, système solaire à l'échelle. Et donc c'est d'après l'idée originale de Joss Worth. Ok. J'ai trouvé ça, je l'ai trouvé. Sympa. Ouais. Et alors il y a un autre site que je pourrais faire ou pas d'ailleurs, parce que celui-là il faut absolument l'avoir, c'est un site interactif. Donc ça pourrait pas se faire sur un PowerPoint. Il faut vraiment voir le site. C'est les échelles de dimension, mais de l'infiniment petit à l'infiniment grand. Tu le connais peut-être? Pas du tout. En fait, tu vas de l'infiniment petit derrière les neutrons, derrière les protons, derrière la théorie des cordes. En fait, derrière la matière en elle-même, dans ce qu'on appelle la physique quantique. Jusque oui, j'ai fini. Non, regarde, je suis à la conclusion. Non, c'est jusqu'à l'infiniment grand. Et justement, tu vois passer le Soleil, les différentes étoiles qui sont encore plus grosses que le Soleil, les systèmes solaires, les galaxies, les nuages de galaxies, tout le reste. Et en fait, tu arrives à la fin à ce qu'on appelle l'univers observable. Et au-delà, c'est grisé parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a. D'accord. Et ça, c'est déjà... c'est assez fascinant. C'est les 14 milliards de kilomètres. Là, nous, on n'a pas dépassé les... Si, on est dans les milliards, nous. Oui, mais... puisqu'on a dépassé les au milliards. Début. Ok. Non, excuse-moi, 14 milliards d'années-lumière. Oui. Nous, on était en kilomètres. Oui, on était en kilomètres, effectivement. Ça ne va rien du tout. Hein. Ouais. Voilà. Donc, prochaine conférence, le titre peut-être. Alors, je l'ai sous les yeux. C'était conception d'un bâtiment. Comment se déroule l'étude? Et ça a été coupé. C'était l'étude d'une installation de chauffage ou climatisation. Ah, mais climatisation. Oui, c'est vrai. Voilà. Et je reste pour oui, effectivement, il s'agit d'un réenregistrement en fait d'une conférence qu'on a donnée, que tu as donnée, Guillaume, la dernière fois, mais sur lequel on a eu un souci, je crois, avec la vidéo n'avait pas fonctionné. Donc vous allez pouvoir vous y replonger si vous n'avez pas compris la première fois. Et je reviens dans 3 petites secondes. Merci beaucoup et bonne soirée à vous tous.